New Radio. Salut à tous et salut à toutes. Car oui, aujourd'hui, nous sommes le 8 mars. Et c'est aujourd'hui la journée internationale des femmes. C'est en tout cas la formulation retenue par le Canada. Selon les pays et les sensibilités, il peut y avoir des appellations légèrement différentes. Mais dans tous les cas, le but est absolument le même. Reconnaître et souligner à l'échelle mondiale les réalisations économiques, culturelles et politiques des femmes et des filles. Et bien justement, il se trouve que depuis le début de l'aventure Fétufrette, j'ai eu l'incroyable chance de rencontrer des femmes inspirantes, des femmes accomplies, des femmes engagées. Mais avec 3 d'entre elles, j'ai eu plus particulièrement l'occasion de parler de la place des femmes dans la société québécoise. Il s'agit d'Isabelle Hudon, de Caroline Cotzy et de Sonia Gagnon. Alors, en ce jour particulier, parce qu'elles font honneur au Québec, qu'elles font honneur à toutes les femmes et, de mon point de vue, honneur à toute l'humanité, toujours confondue, il m'a semblé intéressant de vous proposer un florilège de leurs interventions à ce micro. Alors Fétufrette en mode piqûre de rappel féministe, c'est parti. Et on commence avec Isabelle Hudon. Alors quand on parle de personnalité québécoise inspirante, c'est généralement le premier nom cité. Alors, c'est en tout cas celui qu'on m'a cité à de nombreuses reprises, au point que j'ai tenté ma chance, un peu comme ça, un peu humblement on va dire, un simple tweet et une réponse aussi rapide qu'improbable, avec plaisir. Au moment de l'enregistrement, Isabelle était encore ambassadrice du Canada en France et à Monaco. Quelques jours après la diffusion, elle était nommée à la présidence de la Banque du Canada, la BDC, poste qu'elle occupe encore aujourd'hui. Mais dans l'extrait qui suit, c'est surtout la fondatrice de l'EFEA qui s'exprime. L'EFEA, c'est une initiative qui vise à propulser l'ambition féminine. Et justement, c'est un point, pas forcément y passer très longtemps, mais qui est, je trouve, assez, peut-être en tout cas, significatif de ce qu'est la personnalité, la culture et la société canadienne et québécoise. Au Canada, on peut nommer une ambassadrice qui n'est pas une politique ou une diplomate de carrière, et pas dans n'importe quel pays. La France, un pays du G7 quand même, et qui forcément pour les relations avec le Canada est un pays qui compte. J'ai un peu l'impression qu'il n'y a pas forcément énormément de pays sur lesquels on aurait été capable de faire ça. Alors, notre diplomatie au Canada est organisée de façon très similaire à la diplomatie britannique et française. C'est-à-dire que on sort de l'université, on veut œuvrer en diplomatie, on passe le concours des affaires extérieures, on est retenu et là, on passe à travers différents postes et au Canada et à l'étranger et un petit pourcentage, mais néanmoins un pourcentage de ces gens du service extérieur deviennent ambassadeurs ou ambassadrices. Par contre, au Canada, le premier ministre, tous les premiers ministres canadiens se sont toujours gardés le privilège d'autoriser les nominations des ambassadeurs, ambassadrices dans les grands pays. Et majoritairement, ce sont des fonctionnaires qui sont nommés à ces postes. Sauf que tous les premiers ministres canadiens se sont aussi gardés le privilège de pouvoir nommer des personnes externes de la fonction publique. Très, très rare, lorsqu'ils le font, qu'on vient du secteur économique. Parce que, puis c'est pas parce que les premiers ministres ont pas le goût de nommer des dirigeants d'affaires, mais c'est toute une décision de quitter le secteur privé pour rentrer dans la machine gouvernementale. Mais le premier ministre Trudeau, en 2017, a décidé, après la négociation du traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, que sur le socle de l'amitié, sur lequel est appuyée la relation bilatérale entre la France et le Canada, le premier ministre voulait donner une saveur économique également à cette
à cette relation. À cette amitié. Et il voulait également jouer de son influence, l'influence du pays, pour faire bouger la question de l'égalité femmes-hommes. On y vient. Et je répondais à ces deux... Oui, à ces deux critères, et hop, la case était cochée. Et la case était d'autant plus cochée, c'est le dernier point sur lequel je voulais qu'on intervienne, parce que je vois que l'émission est en train de déborder en termes de timing, c'est absolument fou, on pourrait y passer des heures. L'effet A. L'effet A. Une petite intro là-dessus. Quand je parle de la dimension internationale du Canada, et en l'occurrence du Québec, moi je constate que beaucoup de femmes sont malgré tout mises en avant. Voilà. Parler de Céline Dion, évidemment, Céline Dion, mais Farah Alibay, par exemple, dont on a parlé tout à l'heure, qui pilote actuellement Persévérance sur Mars. Bon, elle le fait de la Terre, hein, mais voilà, le robot, lui, il est sur Mars, fait absolument le tour des médias. En France aussi, d'ailleurs, j'ai vu, parce que maintenant sa famille est installée en France, donc on a décidé qu'elle était franco-québécoise. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, voilà, on récupère tout. Mais voilà, je trouve qu'ici, plus qu'ailleurs, les femmes accèdent à des postes de direction, notamment Sun Life, des postes d'ambassadrices, des choses comme ça. Mais ça reste un sujet. Et là où en France, où j'avais l'impression que nos politiques, effectivement, nous, on fait des lois. Si on fait pas des lois, c'est qu'on fait rien. Donc il faut faire des lois, sinon c'est de l'inaction. Donc on va dire notre prisme, c'est plutôt d'essayer de corriger le système pour permettre aux femmes de prendre toute leur place. Et avec l'effet A, qui a été cofondé, je crois, par une certaine Isabelle Hudon, qui n'était pas encore ambassadrice, j'ai l'impression que là, on va en parler, et je vais laisser en parler qui sait, évidemment, mais que on agit directement sur les femmes elles-mêmes pour les inciter à prendre toute leur place et en gros être très volontariste, puisque il n'y a plus qu'à. L'effet A. Je veux bien quelques mots dessus. Oui, donc l'effet A pour ambition, parce que je ne suis pas de celles qui croient que les femmes sont moins ambitieuses que les hommes, mais je suis de celles qui croient que les femmes sont beaucoup plus timides à faire vivre leur ambition pour différentes raisons, d'une surabondance d'humilité, de ce syndrome de l'imposteur qu'on appelle ici en France l'autocensure, de se donner nous-mêmes des limites, se faisant à croire qu'on vole la place de quelqu'un, qu'on n'est pas assez expérimenté, qu'on sera pas assez aimé, enfin. Ça pour dire que depuis que j'ai pris poste de PDG à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain dans les années 2000, j'ai constaté, moi j'ai jamais senti le plafond de verre, j'ai jamais trop remarqué les obstacles devant moi. Je dis pas que j'en ai jamais eu, mais je me suis jamais vraiment arrêtée. Mais j'ai trop vu de jeunes et moins jeunes femmes ne pas se permettre de faire vivre leur ambition. Et lorsque je suis arrivée à la Chambre de commerce, pendant une année après ma nomination, j'avais 34 ans lorsque j'ai pris ce poste, j'étais prête à recevoir tous les commentaires, genre « Oh mon Dieu, une si jeune présidente. Oh mon Dieu, la première fois que tu es numéro 1 et dans un poste aussi public. Oh mon Dieu, président d'une chambre de commerce et tu as jamais dirigé ton entreprise. » Vous voyez, là, la longue liste. Ça n'a pas été ça du tout. Pendant plus qu'une année durant, oh mon Dieu, la première femme. C'est spectaculaire, c'est impressionnant, c'est trop rare. Au bout de 6 mois, je me disais, bon, tu passes à un autre argument. Oui, ça serait bien. Et là, je me suis rendu compte que les modèles sont importants et que, j'ai bien dit les modèles parce que je ne me vois pas comme le modèle, mais un modèle. Mais un modèle, oui. Et que lorsqu'on a le privilège de gravir les échelons dans notre carrière, on a aussi le devoir de redonner à la communauté. Et moi, j'ai décidé de devenir militante, voire battante sur cet enjeu. Et de parler et d'avoir un discours
pour tous. C'est-à-dire que, oui, je parle aux leaders d'aujourd'hui pour leur dire, il faut faire plus de place aux femmes. Mais je parle aux femmes également, en leur disant, si vous voulez accéder à ces postes-là, c'est possible. Mais je vous suggère de développer votre confiance, de développer vos habiletés d'influence et de négociatrice. Parce que moi, dans mon parcours, et quand je regarde autour de moi, hommes et femmes, ces trois habiletés sont ô combien importantes pour déployer nos ambitions et réussir à atteindre nos objectifs. Et là, l'EFEA est une expérience sur 100 jours consécutifs, une expérience virtuelle de cohortes de participantes qu'on expose à des réflexions, qu'on expose à des leaders féminins pour leur montrer que c'est possible. Parce que particulièrement les femmes, on y croit quand on le voit. Et on n'est vraiment pas bonne à mettre en place quelque chose qu'on n'a jamais vu. Ouais, faut pas s'arrêter à la théorie. Et puis, donc, j'ai sur un instinct de poser un geste par jour pour la cause, un défi que je me suis lancé à moi-même il y a une dizaine d'années, est venue l'idée de l'EFEA. Et vraiment, là, c'était un instinct. Et 7 ans plus tard, l'EFEA est maintenant offert en français et en anglais, en Amérique du Nord, en France, en Suisse et maintenant en Asie, avec 4000 diplômés à ce jour. C'est, je le dis, la réalisation qui me rend le plus fière de ma carrière. Et pourtant, il y en a eu quelques-unes, des réalisations. Oui, et puis je suis très fière d'être ambassadrice, là, ça diminue en rien, mais d'avoir trouvé le ton, la manière, le filon aussi, d'aller parler à ces femmes, et on fait des sondages 1 année, 2 années, là je dis nous, je n'y suis plus, là, mais on fait des sondages en m'excluant auprès de ces diplômés 1 année, 2 années après avoir fait le 100 jours. Et ces femmes ont souvent eu 2 à 3 promotions. Souvent, ces femmes rentrent dans le mouvement de l'EFEA sans jamais avoir pu gérer des équipes. Plus de 60% d'entre elles, après, deviennent gestionnaires d'équipe. Alors, c'est pas seulement l'EFEA, mais quand même, ça a une... Ah, ça compte, hein, ça compte. On en discutait juste un peu avant. J'ai une amie québécoise qui a participé au programme. L'une de ces nombreuses personnes qui m'ont dit il faut absolument que tu arrives à choper Isabelle Hudon pour l'interviewer dans ton émission. Ça n'a pas été très compliqué, hein, Jean-Michel? Mais alors, c'est un autre point. Ça a clairement pas été compliqué, mais du tout. Et vous voulez une autre différence entre la France et le Québec? Je pense très sincèrement que si j'avais voulu trouver le même style de personnalité en France et l'avoir à mon micro, je serais toujours en train de ramer. Voilà. Et là, ça a été une prise de contact sur un réseau social, je sais plus, une adresse courriel, et ça s'est fait comme ça, en moins de 2. C'est plus qu'appréciable, je vous remercie encore, mais voilà. C'est vrai que ça n'a pas été compliqué, mais pour en revenir à mon ami, ça a clairement changé radicalement sa vie professionnelle, mais au-delà, sa vie Moi, tout court. je pense que ce que ça change le plus, l'EFEA, c'est la posture mentale. La posture mentale de comment on se voit, de comment on voit l'autre, et cette façon de comprendre qu'on ne peut pas plaire à tous et qu'on n'est pas obligé de plaire à tout le monde. Et je dis souvent aux participantes de l'EFEA, parce que je suis encore très impliquée à donner des conférences et tout, qu'il faut absolument qu'elles se détachent du besoin ultime de la perfection et qu'elles visent la performance. Et votre année et les 4 000 diplômés, ce que ça change le plus, c'est la posture mentale. Moi, c'est pour ça que je voulais absolument en parler, parce que dans ma vie d'avant, ma vie en France, j'ai été chef d'entreprise pendant pas mal de temps moi aussi, et j'ai embauché. Et pourtant, j'ai toujours eu des équipes
assez féminine. Voilà. Et c'est vrai que j'y réfléchis, je me suis dit, mais combien de fois est-ce qu'une femme est venue me demander une augmentation? C'est rare. D'ailleurs, Et sur ce thème-là, puis je pourrais vous inviter, Jean-Michel, quand je dirais à l'équipe de l'EFEA de vous inclure pour voir cet atelier-là, mais quand on parle de négociation, on parle toujours de négociation de salaire. Et si tu négocies mal ton premier salaire, tu laisses à vie 2 millions derrière toi. Là, quand tu dis ça aux femmes, ouais, ça pique un peu. ouais, Ouais. mais c'est... Enfin. Non, mais c'est ça parce que moi, c'était rare. Et alors, il y a eu des cas à part, mais très souvent, pour celles qui le faisaient, on sentait un inconfort. C'est-à-dire que j'avais des mecs qui venaient dans mon bureau pour me demander, et clairement, ils avaient rien fait. Dans l'absolu, ils avaient aucun argument, tu savais tout, mais ils y allaient, cash, boum, voilà, il me faut de l'argent. Et on sentait qu'il y avait zéro doute. Et clairement, pourtant, quand on regardait le background derrière, il y avait de quoi douter. Hein. Mais non, ils avaient zéro doute. Et à l'inverse, j'avais des femmes qui, quand elles venaient, le faisaient toujours après pas mal de temps, après avoir accompli des montagnes de travail et avoir eu des sacrées performances, et qui presque, je m'excuse de déranger, je voudrais pas, non. Alors éventuellement, si peut-être et tout, si ça dérange pas, très étonnant, très étonnant. Et là, c'est vraiment un biais culturel. C'est un biais culturel parce que, ouais, pour ça que ce programme m'a tellement plu, parce que dans l'idée d'agir vraiment sur elles, non pas pour leur donner des atouts entre guillemets, parce qu'elles les ont, mais juste simplement faire en sorte de leur révéler et qu'elles s'autorisent juste à les exploiter. Ouais. Voilà, moi, le papa de 3 filles que je suis est très, très sensible au sujet. Voilà. Ben moi, je regarde notre petite fille Mila et elle déborde de confiance depuis sa jeunesse, depuis sa très, très jeune jeunesse. Et là, elle a 9 ans, Mila. Et là, je la côtoie beaucoup plus virtuellement. Et là, je commence à voir des signes où la confiance fléchit un peu. Ah oui? Et c'est un effort continu de conversation avec nos petites filles. Parce que c'est bien sûr comment on éduque nos filles, mais c'est comment la société forge Oui, nos c'est ça, parce qu'il y a ce filles. qu'on peut faire nous, Ouais. comme parents, ou même, pour reprendre l'exemple d'avant, comme chef d'entreprise, voilà, comme manager. Mais il y a la société derrière, quoi. Il y a un moment donné, on peut pas difficilement lutter tout seul avec ses petits bras musclés contre 70 millions de personnes, quoi. Mais c'est combien important par contre que ce que moi je dis aux leaders, c'est qu'il faut parler haut et fort de cet enjeu et poser des gestes visibles en faveur de l'égalité. Comme par exemple, souvent, c'est un biais inconscient, mais de donner une promotion à une femme qui est à la veille de partir pour un congé de maternité, peu importe les blocages, là, euh, quand tu le fais, c'est drôlement remarqué dans l'organisation. Ça, moi, je dis aux leaders, là, ça n'a pas besoin d'être un congrès de 10 jours sur l'égalité femmes-hommes. Pose des Ouais, gestes pose des impliqués. gestes, oui. Des On va voir actes. que, ouais, ça crée une tension positive pour que on change nos façons de faire. Et la grande différence entre la France et le Canada, c'est que la France légifère beaucoup C'est ça. et oblige avec des quotas. Puis je donne l'exemple de la diplomatie. Ici, au Quai d'Orsay, donc le Quai d'Orsay en France, c'est l'endroit où vit la diplomatie. Donc, on veut absolument atteindre une certaine parité dans la représentation française à l'international. On a des quotas, donc on vise des pourcentages X. Quand on n'y arrive pas, on fait payer les hauts On gestionnaires, sanctionne. on sanctionne. Ben, on a fait bouger en 7 ans, je pense, la diplomatie française de 22 à 20, je vais dire 27%. Okay? Je pense que je suis généreuse. En 2015, lorsque le premier ministre Trudeau a été élu et qui a déclaré « Je suis féministe » et pourquoi? Ben parce qu'on est en 2015, a été sa réponse. Lui a décidé qu'il assumait totalement d'être féministe, c'est-à-dire de croire en de l'égalité femmes-hommes
et de reconnaître qu'on n'y était pas arrivé et de poser des gestes concrets. Et lui, il a décidé que sa diplomatie deviendrait paritaire et en moins de 4 ans, elle est passée de 23 à 50%. Donc, on est maintenant 50% d'ambassadrices et dans des pays comme États-Unis, France, Rome, Union européenne, des postes, Ouais, des postes importants. postes importants. Pas des postes, on va dire, planqués, quoi. Voilà. Ouais. Ouais, c'est Mais sûr ça, c'est que culturel. c'est culturel. Voilà. On est clairement dans un pays volontariste au Canada, Oui. je trouve. Oui. Voilà. Et en France, parfois, la volonté, effectivement, est étouffée par une volonté de formalisme, il faut légiférer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, si on fait pas une loi, on a l'impression qu'on Qu'on fait rien. fait rien. Et d'ailleurs, la population demande des lois. Bon, de mon point de vue, il ferait mieux de demander des résultats, mais elle demande des lois. Voilà. Isabelle, c'était absolument passionnant. J'ai mon petit compteur devant moi. On en est à 1h22. On a battu tous les records de l'émission. J'espère qu'il n'y avait pas de rendez-vous derrière, parce que j'ai quand même monopolisé une ambassadrice en France pendant 1h22. Je ne saurais que trop dire merci. Caroline Coetzee est elle aussi fondatrice d'une initiative féministe de dimension internationale. Ça s'appelle la gouvernance au féminin. Elle en est aussi la présidente. Citoyenne du monde, comme elle aime à se définir, Caroline parcourt justement le globe, saisit la moindre occasion qui lui est offerte, et croyez-moi, elle en provoque surtout beaucoup d'autres, pour évangéliser, convaincre et engager les leaders de ce monde vers des pratiques plus égalitaires. Et vous allez voir Caroline, elle ne parle pas d'égalité que sous l'angle féministe. Et finalement, il y a beaucoup de leçons que j'ai appris à un très jeune âge parce que je me suis retrouvée seule à l'âge de 17 ans à Paris. Mes parents sont restés au Liban à cette époque-là, donc j'ai vécu seule de 17 ans à 22, presque 23 ans, avant de venir les rejoindre au Canada. Dans cette période-là, il a vraiment fallu que je sorte de ma zone de confort, que je surmonte mes peurs et que je fasse preuve de beaucoup de résilience. Et je crois sincèrement que c'est ce qui a finalement créé, conçu, peaufiné la femme que je suis devenue aujourd'hui et qui m'a permis de finalement non seulement suivre mon ambition, qui a toujours été débordante, j'ai toujours eu un leadership très développé à un très jeune âge, mais ça m'a aussi permis de vraiment décider de manière délibérée de faire une différence pour les autres. La réussite, c'est une chose, mais ça ne sert à strictement rien si on ne l'utilise pas comme levier pour faire une réelle différence autour de soi, pour emmener plus de personnes sur notre chemin et finalement pouvoir constater en toute humilité qu'on a réellement fait une différence dans la culture des entreprises au Canada et maintenant aux États-Unis et un petit scoop bientôt en Europe. On a bien ça. Oui, c'est génial. Et qu'on a finalement, je le pense sincèrement et je ne prends absolument pas le crédit parce que j'ai une équipe incroyable autour de moi, mais vraiment changer le parcours et propulser des femmes jusqu'aux organes décisionnels. Et c'est vrai que ça fait partie des choses qui m'ont... je ne sais pas si surpris est le mot, mais évidemment, en arrivant ici, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus au microcosme et tout, et je me suis aperçu, et j'en avais déjà discuté avec Isabelle Hudon, que j'ai eu l'occasion de recevoir il y a quelques temps, et qui a fait l'EFEA, on pourra en parler aussi un peu plus tard, mais j'ai constaté que les femmes ici obtiennent, me semble en tout cas obtenir aujourd'hui, et vous me direz si c'est quelque chose d'assez récent, mais des postes assez prestigieux, parce que Hydro-Québec est ici une institution, une fierté de tous les Québécois, si je ne m'abuse, est dirigée par une femme. Oui. Aujourd'hui. Deux femmes, une présidente et une présidente du conseil d'administration. Deux. Ah oui. Et Hydro-Québec, on peut difficilement dire que ça ne marche pas. Les auditeurs, auditrices le savent peut-être pas tous, donc je vais leur dire, mais assez récemment, il a été conclu un accord colossal entre Hydro-Québec, donc le Québec, et New York, pour que l'électricité new-yorkaise soit fournie par
par Hydro-Québec, parce qu'il y a cette capacité ici à faire de l'hydroélectricité en quantité, de manière régulée et accessoirement de manière plutôt écologique. Voilà. Il faut absolument citer une très grande femme qui est une de mes très bonnes amies, qui a été instrumentale dans ce contrat. C'est Catherine Loubier, qui était déléguée générale du Québec à New York et qui a finalement orchestré d'une main de maître cet accord. Ouais, effectivement, elle peut prendre quelques louanges parce que c'est vraiment un joli coup de chapeau. Donc, on a parlé d'Hydro-Québec. La BNC, alors Isabelle Hudon, mais au moment où je l'avais reçue pour Fétufrette, elle était encore ambassadrice du Canada à Paris et à Monaco. Aujourd'hui, elle est revenue et elle est présidente de la Banque nationale du Canada, la BNC. La BDC. Pas la BDC, pardon. Voilà, BDC. La banque, c'est à la BDC. Je confonds entre les institutions françaises et les institutions canadiennes. Je suis en pleine période d'apprentissage. Beaucoup d'acronymes. Ouais, c'est ça. La Oui. BNC, qui est la Banque nationale du Canada, mais Isabelle est à la tête de la BDC, la Banque de développement du Canada. Deux organisations, d'ailleurs, qui ont la certification parité de la gouvernance au féminin, mais on en parlera tout à l'heure. Et donc, je me disais... j'ai l'impression que le rôle des femmes est vraiment reconnu. Voilà, reconnu. Et, du coup, est-ce que c'est parce qu'il y a des associations et des mouvements très volontaristes d'accompagnement comme la gouvernance au féminin, l'FEA ou d'autres, mais comme la gouvernance au féminin, qu'on a ces résultats aujourd'hui ou c'est parce qu'il y a ces résultats aujourd'hui et qu'il y a déjà cette reconnaissance de la place de la femme qu'on en profite pour s'en servir entre guillemets comme un étendard et pour essayer de diffuser le plus largement possible. En gros, qui de la poule ou de l'œuf ? Écoutez Jean-Michel, d'abord, c'est une perception. Que les femmes sont partout, dans les organes décisionnels, etc. C'est anecdotique, on peut prendre quelques exemples par-ci, par-là, mais dans les faits, on en est malheureusement encore à moins de 5% des PDG des 500 plus grosses entreprises au Canada qui sont menées par des femmes. Donc, les chiffres sont encore extrêmement troublants. On a un tiers des conseils d'administration de sociétés cotées en bourse au Canada qui n'ont pas une seule femme autour de la table. Donc, on se pose même pas la question, sommes-nous proches de la zone paritaire? Nous en sommes à 0% de femmes, 100% de femmes dans près d'un tiers d'entreprises cotées en bourse. Et sinon, en moyenne, c'est 22-23% maximum là de femmes au CA, ce qui est la moitié de ce qu'on voit en France. Pour une simple et bonne raison, la France est à plus de 40%. Grâce à la loi Copé-Zimmermann, une autre grande femme, une autre grande amie à moi, Marie-Jo Zimmermann, qui est la députée qui a écrit la loi des quotas en France. Oui, sur la parité. Ouais. Exactement, qui prévoit 40% de femmes dans les conseils d'administration. Et c'est une cible qu'ils ont atteint depuis plusieurs années et même dépassée. Alors, je vais vous dire ma fameuse phrase que je sors à chaque fois que je parle de quotas. C'est que quand on légifère, on trouve les femmes et quand on ne légifère pas, on trouve les excuses. Et ici, au Canada, malheureusement trop souvent, on entend quoi? On entend on ne trouve pas les femmes. Faux, les femmes sont là, les femmes sont ambitieuses, les femmes ont fait plus d'études universitaires que les hommes, elles sont 60% des diplômés. Il y a d'autres problèmes, d'autres obstacles qu'elles s'auto-imposent et des obstacles systémiques aussi, mais les femmes sont là. Il faut tout simplement peut-être leur demander un peu plus qu'on va demander aux hommes. Malheureusement, les femmes manquent de confiance en soi. Il faut encore les pousser pour qu'elles disent oui. Puis, il y a les biens conscients qui font que trop souvent, les hommes ont l'impression que on sera mieux entre nous, on va atteindre le consensus plus rapidement. Et c'est vrai. Par contre, c'est très dangereux parce que quand on n'a pas de diversité de points de vue autour de la table et qu'on atteint le consensus rapidement, ce n'est pas comme ça qu'on a la meilleure innovation, ce n'est pas comme ça qu'on a la meilleure pénétration de nouveaux marchés ou création de nouveaux produits ou engagement des employés. On n'a pas non plus la meilleure performance financière quand tout le monde se ressemble autour de la table. Alors ça, c'est vraiment essentiel de faire en sorte que les femmes puissent contribuer ainsi que tous les membres des groupes sous-représentés, je veux dire les personnes issues de l'immigration, avec d'autres orientations sexuelles, d'autres origines, d'autres religions, etc. Voilà.
Je reviens juste sur sur les chiffres absolument saisissants que vous venez de donner, qui contrastent énormément avec la perception que j'avais. Et du coup, je me pose la question, est-ce que, je veux dire, cette perception, parce que le fait qu'il y ait des personnalités éminentes féminines qui soient à des postes éminents eux aussi, je trouve est relativement mise en avant, voilà, sur ce que je vois. Est-ce que c'est volontaire pour, entre guillemets, être l'arbre qui cache la forêt ? Ce qui voudrait dire qu'on se sert de ça pour que derrière, entre guillemets, on puisse mettre la poussière sous le tapis et qu'on ne se préoccupe pas du vrai sujet peut-être un peu plus systémique. C'est retort à ce point-là ? Ben écoutez, non, je pense pas. Mais je pense sincèrement que beaucoup d'entreprises, et tant mieux pour elles, elles font bien, utilisent ça comme un coup de marketing, un coup de publicité. C'est bon pour leur image de marque, et tant mieux. L'essentiel, c'est qu'on fasse la bonne chose, et les femmes qui sont nommées à la tête de ces entreprises, ce sont des femmes hyper calées. Donc, c'est pas comme si on était en train de se demander si la qualité du travail, la qualité de Oui, c'est sûr. de la personne n'est pas à la hauteur. Loin de là. Donc, on a des femmes exceptionnelles qui contribuent à des organisations exceptionnelles. Et c'est vrai que de plus en plus, autour des tables de conseil d'administration, on se dit, quand le prochain administrateur va nous quitter, il faudrait vraiment le remplacer par une femme. Et c'est pas simplement parce qu'on veut faire la bonne chose, la chose éthique, pour que notre conseil d'administration représente mieux la société, mais c'est aussi parce que toutes les études démontrent que c'est dans l'intérêt de l'organisation, qu'il y a un retour sur investissement extraordinaire que de s'octroyer autour de la table des personnes issues de finalement pas simplement des genres différents, hein, mais même des parcours différents, des perspectives différentes. Ça change tout. Je n'ai pas réussi à remettre la main dessus et bon, j'ai probablement pas assez cherché, mais j'avais lu il y a quelques mois ou quelques années une étude en France, bon, pas forcément quelques mois maintenant, une étude en France qui disait que les sociétés, alors je crois du CAC 40, hein, qui sont les 40 Oui. plus grosses sociétés cotées en bourse en France, qui étaient dirigées par des femmes, étaient à X% en moyenne plus performantes que celles dirigées par des hommes. Absolument. Oui, oui, oui. C'est quand même, si un argument qui devrait vraiment tout emporter, allez, faisons fi de l'éthique, de la morale, de l'équité, tout ça et tout. Je veux dire, si même on est un pur capitaliste qui ne pense qu'à son portefeuille, ces sociétés sont plus performantes. Et alors là, on arrive pas au nœud du problème, mais peut-être au nœud de cette opportunité. Moi, j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui fait que quand une femme est à la tête de ce genre de société, ça marche mieux. C'est quoi votre truc ? Écoutez, je pense que ce n'est pas que les femmes sont plus brillantes, ce n'est pas que les femmes réussissent mieux. C'est sûr que les femmes ont une tendance naturelle à être beaucoup plus préparées, à rentrer beaucoup plus dans les détails. Moi, je vois, parce que je siège sur plusieurs conseils d'administration, que généralement, ce sont plus les femmes qui arrivent très préparées, qui ont lu les minutes, qui ont des questions à poser, etc., plus que les hommes. Pourquoi ? Parce que certainement que justement, dans leur parcours, elles ont souvent eu l'impression qu'elles étaient des imposteurs et qu'il fallait vraiment être ultra prêtes. Et donc, on travaille comme des dingues. Et on se pointe. Et vous savez ce que ça donne ? Ça remonte le niveau général autour de la table, parce que du coup, tout le monde se met à doubler d'efforts, parce que tout le monde veut briller, etc. Et c'est la complémentarité des talents, Jean-Michel. Ces femmes-là, elles arrivent souvent dans des équipes qui sont dominées par les hommes ou qui sont équilibrées, où il y a des hommes et des femmes, mais elles n'arrivent pas dans des équipes qui sont entièrement féminine, parce que si qu'on était que des femmes, je ne pense pas qu'on performerait aussi bien. C'est cette complémentarité des talents. Et c'est pour ça que quand il n'y a que des hommes, ça ne performe pas si bien non plus. On termine cet épisode un petit peu spécial avec Sonia Gagnon. Sonia, c'est la fondatrice de l'agence de communication SGM et c'est aussi l'ancienne présidente de Crew Montréal, un réseau qui fait la promotion, soutient et reconnaît le succès des femmes en immobilier commercial, ce qui a priori n'est pas quelque chose qui va de soi. Avec elle, dans l'épisode dont je vais vous passer un extrait dans quelques secondes, nous avons à la fois évoqué l'histoire du mouvement féministe au Québec
et la situation actuelle dans le milieu professionnel québécois. La précédente émission qui sera diffusée juste avant cet entretien, et pour ceux qui nous écoutent, j'espère que vous l'avez écoutée parce qu'elle est passionnante, c'est une émission avec Isabelle Hudon. Isabelle Hudon qui est vraiment une personnalité ici, une référence, enfin une source d'inspiration, et qu'accessoirement, elle est juste ambassadrice du Canada en France et à Monaco. Et autant vous dire que quand j'ai balancé mon petit message sur Twitter en lui proposant d'être mon invité sur mon podcast sur lequel j'avais encore aucune émission qui était diffusée, j'en menais pas large, et j'avais à peu près, je m'étais donné à peu près 0 chance pour qu'elle me réponde. Toute ambassadrice qu'elle est, elle m'a répondu tout de suite en disant, oui, le projet est intéressant, voici mon adresse courriel. Et voilà, en deux discussions, l'émission s'est calée. Je pense très sincèrement que je n'aurais jamais pu faire la même chose avec une personnalité aussi importante de tel niveau, aussitôt en tout cas dans le développement du podcast en France ou même ailleurs. Très sincèrement, ça me semble très Ouais, mais très tu vois, aux particulier. États-Unis, c'est facile aussi. Alors, tu peux rejoindre quelqu'un aux Pourtant c'est États-Unis. grand. Ouais, c'est grand, mais c'est le sens du business, en fait. C'est le sens de l'instantanéité, là. Il y a des moments où, puis pourquoi pas, on ose. Mais entre autres, dans le cas d'Isabelle, c'est sûr que avec toute sa démarche sur les FEA aussi, c'est une femme qui démontre aux autres femmes qu'il faut oser, hein, les FEA. Ça, c'est ça. Donc, c'est être audacieuse. Donc, pourquoi pas? Audacieuse, elle est, et brillante, elle l'est peut-être encore voilà. plus. Enfin, même pas peut-être, elle l'est encore plus. Et c'est super qu'on parle à ce moment-là de l'émission d'Isabelle Hudon et de l'EFEA, parce que c'est la deuxième partie sur laquelle je voulais t'interroger. L'émission s'appelle Entreprendre au Québec, et cette partie pourrait s'appeler Entreprendre au féminin au Québec, puisque ça n'aura échappé à personne. Tu t'appelles donc Sonia, voilà. Tu fais donc partie de la gente féminine, et accessoirement, tu as été pendant quelques années présidente d'une association qui s'appelle Crew, qui, alors tu me dis si je dis des bêtises, qui voulait favoriser la place des femmes, le développement de la place des femmes dans l'industrie de l'immobilier commercial. On en avait brièvement parlé tous les deux, et un peu de manière que j'avais un peu été surpris de voir qu'une initiative comme l'EFEA venait du Québec. J'ai un peu été surpris que toi, qui est une entrepreneuse qui a réussi et tout ça et tout, au Québec, que tu aies ressenti le besoin avec d'autres personnes de ton industrie de promouvoir la place des femmes dans l'industrie. Alors je vais m'expliquer pourquoi, parce que autant c'est un sujet qui met une évidence à peu près partout dans le monde, et en France, alors là c'est évidemment, il y a un besoin criant. Voilà. Sauf qu'ici, les premières choses que j'ai appris en arrivant, c'était que le Québec, contrairement à la France, était une société matriarcale. Voilà, dans laquelle la place de la femme au foyer est bien plus valorisée, bien plus importante que la société européenne, qui est principalement une société patriarcale. Donc, moi, je m'étais dit bêtement et méchamment, une société matriarcale sur lesquelles, ici, un exemple, ce sont les filles qui draguent. C'est pas les garçons. Ici, c'est le rêve pour moi. J'aurais dû venir plus tôt. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Mais plutôt, elle draguait pas, Jean-Michel. Alors. Ah bon? Parce que moi, voilà. Non, là, c'est une nouvelle génération quand même. On m'a vraiment dit ça, et du coup, je m'étais dit, voilà, c'est le Québec a l'air d'être une société beaucoup, beaucoup plus ouverte à la reconnaissance naturelle, j'allais dire, de la place des femmes. Pourquoi a-t-on besoin de le promouvoir, de le revendiquer, et visiblement de se battre au quotidien? C'était une surprise, et j'aimerais bien que tu m'en parles. Écoute, oui, donc Crew, c'est en fait 12 000 membres à travers l'Amérique du Nord, donc on a 400 membres à Montréal. Donc, je peux te dire que quand il y a un congrès, les octaves, c'est... En ce moment, les réunions Zoom, ça doit être sympa. Oui, c'est ça, exactement. Donc, effectivement, c'est pour promouvoir le succès des femmes dans l'immobilier commercial, parce que l'immobilier commercial, c'est un milieu qui est encore quand même aussi masculin, et c'était vraiment pour l'ascension des femmes, donc à des postes de haute direction, et évidemment de faire en sorte que les conseils d'administration puissent atteindre la parité. Donc ça, c'était vraiment nos enjeux, des enjeux de diversité, d'inclusivité,
D'ailleurs, la présidente d'Ivanhoe Cambridge, Nathalie Paladichev, est une Française. Donc, le Québec, la Caisse de dépôt et placement du Québec sont allés la chercher à Paris pour la convaincre de venir s'installer avec toute sa famille à Montréal et diriger une des plus grandes sociétés immobilières au monde. Alors, donc, on en est très, 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 très fiers. Mais juste avant, parce que la France a vécu ça, je veux juste rappeler quelques petites dates pour montrer à quel point ça fait pas longtemps, en fait, que les femmes ont une place importante dans la société. Puis je vais peut-être vous faire sourire aussi. Puis on se suit avec la France, mais le droit de vote 1940. En 1963, et ça c'est mon année de naissance, là, j'ai 58 ans. Alors, il y a eu l'égalité devant la loi. L'obligation d'obéissance des femmes envers leur mari était abolie. Puis en France, c'était à peu près en même temps aussi. La contraception, quand même, 1969, où c'est une loi qui décriminalise la contraception. C'est fou. C'était un crime. L'avortement, en 1988 seulement, l'avortement n'est plus un crime au Canada. Donc, on n'a pas besoin c'est pas très loin, hein, dans l'histoire où la femme était vraiment soumise. C'est en 1996. Et ça, ma fille a 24 ans. Ben, c'était la loi sur l'égalité salariale, sur l'équité salariale. Au final, il n'y a pas tant de différence. Au final, dans toute l'histoire, il n'y a pas tant de différence. Mais quand il y a eu vraiment plus la promotion du féminisme en 1970, il y a eu deux pôles différents entre le Québec et la France. Puis ça vient aussi encore là un peu on parlait tantôt d'économie, d'autonomie, d'entrepreneuriat, etc. Mais en France, la réglementation basée sur l'équité professionnelle. Et ici, c'était sur l'autonomie économique et l'émancipation des femmes. Et ça fait une différence. Parce que quand on base sa réglementation sur l'émancipation des femmes, mais à travers une autonomie économique, c'est qu'on veut vraiment les rendre totalement indépendantes. Et sachant que les femmes vont faire des enfants, on fait beaucoup de lois pour faciliter aux femmes d'être sur le marché du travail et d'avoir du temps pour avoir une ascension aussi de sa carrière. Donc, on a eu des garderies à 7 $ par jour. Alors ça, c'était vraiment une révolution pour les femmes. Les congés de maternité d'1 an, ici, en France, je pense que c'est 4 mois. Donc, oui, ça permet... C'est en train de s'allonger petit à petit, mais oui, on doit être sur 4 mois totalement. Et les femmes conservent leur nom de famille. Alors moi, mon mari s'appelle Motulski, mais moi, je m'appelle Gagnon et j'aimais même pas penser. En fait, c'est dans la loi, j'ai pas le droit de changer de nom. Donc, c'est vraiment... Ça, pour le coup, je dis à tous ceux qui viendront, moi, mon épouse, ça fait 25 ans qu'elle s'est habituée à porter son nom qui était le mien au départ. Et ça fait comme un léger blocage depuis qu'elle est arrivée ici, hein, que ce soit dans ses études, à la banque, dans tous les papiers administratifs et tout. Grosso modo, il faut qu'elle oublie son nom de femme mariée et qu'elle revienne à son nom de jeune fille. Donc, bon. Après 25 ans, ça l'a fait un petit peu crisser au départ. Mais effectivement, c'est comme ça. Rien qu'à ça, on sent que l'indépendance, elle est... Mais voilà. Alors, l'indépendance, la raison pourquoi on changerait de nom, finalement, c'est notre nom de naissance. Mais c'est vrai, quand on y pense... Après, effectivement, on peut décider de donner le nom du père aux enfants, mais on peut aussi décider de donner les deux noms. Alors, ici, les deux, voire le nom de la mère, c'est possible aussi. Le nom de la mère, c'est possible aussi. Même qu'en Suède, je pense que eux, c'est le nom de la mère. Donc, c'est un autre élément ici différent de la France, c'est qu'on féminise les noms. Alors, on n'est pas mère, on est mairesse. On n'est pas auteur, on est autrice. Donc, on va faire en sorte vraiment de mettre les noms féminins. Alors, pourquoi on serait mère alors que c'est le nom masculin puis qu'il existe le nom au féminin. Donc, il y a des nuances aussi qui a fait en sorte que fait basculer, en tout cas, ou créer des réglementations différentes depuis, je te dirais, c'est ça, depuis les années 70.
Puis oui, on est une société matriarcale en Mais c'est ça, en mesure fait. où... Elle vient d'où cette histoire? Parce que ben, l'historique que tu viens de faire, il est passionnant parce qu'on voit que, allez, à 3-4 années près, en général, l'évolution des lois, et pas des petites lois, hein, le vote, voilà, tout ce que tu nous as cité, suit celle de l'évolution de la France. Et pourtant, moi, j'ai vraiment, dans les livres d'histoire et dans tout ce que j'ai pu lire en arrivant, on m'a dit, attention, l'une des grosses différences ici, société matriarcale. Comment est-ce que, du coup, dans une société matriarcale, on se retrouve à devoir... comme en France, dire « Ah, au fait, on est une matriarcale, mais les femmes ont le droit de voter. Ah, mais elles ont le droit d'avoir leur avis. Elles ont le droit d'avorter. Elles ont... » Enfin, voilà. C'est... en fait, ben, la société matriarcale, c'était juste à la maison. Oui, exactement. C'était juste à la maison, puis pour des raisons... c'est sûr qu'on compare un pays avec une histoire extraordinaire, mais aussi avec une historique de royauté, c'est vraiment différent. Alors, le Québec, c'est encore là une terre d'immigration. Les gens qui sont arrivés, évidemment, c'est pas les plus grands nobles qui sont débarqués. Donc, souvent, ben, c'est la femme qui devait prendre en charge, un peu comme certaines campagnes, même françaises, la femme doit prendre en charge la famille, doit prendre en charge le quotidien, et l'homme, il doit aller dans les champs, il doit gagner sa vie, etc. Donc, c'est aussi... c'est ce qui a créé un peu, effectivement, que la femme... Dis-moi si je me trompe, parce que quand on avait discuté il y a quelques semaines, on avait mis l'accent sur ce point-là, mais je me disais, bah, moi qui viens en plus de la Charente, donc de la campagne française, je me dis, bon, ça me semble pas si différent que ça, hein, puisque effectivement les hommes partaient au champ travailler. Souvent à l'époque, malheureusement, ils partaient à la guerre parce qu'il y en avait un petit peu beaucoup, beaucoup sur le continent européen à ce moment-là. Et ce sont donc les femmes qui, évidemment, s'occupaient de la famille, s'occupaient de la maison, s'occupaient de tout cet aspect-là. Mais il y avait peut-être une grosse différence, c'était l'accès au portefeuille. C'est-à-dire que même quand ils étaient éloignés la journée parce qu'ils travaillaient au champ et qu'ils étaient, entre guillemets, détachés de toutes les obligations familiales et organisationnelles au niveau de la maison, les hommes gardaient la main sur le portefeuille en France. C'était pas le cas ici. Encore là, je ne vais pas généraliser, mais ce que moi j'ai vécu, je dirais, là, dans mes grands-parents, mes parents. Mm-hmm. Le mari était le pourvoyeur et la femme doit s'occuper de tout, puis il déposait effectivement sa paye. En fait, il donnait l'argent à sa femme et c'est sa femme qui gérait. Donc, c'était vraiment... Le ministre des Finances, c'était généralement, effectivement, les femmes. Maintenant, c'est peut-être pas comme ça dans toutes non, mais les bien familles, sûr, je dirais. On essaye de tracer des grandes lignes. Oui, voilà, c'est ça. Mais oui, c'est vrai que effectivement, la division des rôles était bien distincte, bien définie. Ouais. Et bien définie. Mais ceci dit, Jean-Michel, je ne crois pas que les femmes qui prenaient la paye de leur mari se faisaient plaisir. Je crois que oui, j'ai aucun doute dessus. Hein. Vu quelle était la vie à l'époque, voilà. C'est vrai que c'est différent, c'est vrai qu'elles avaient une place importante, mais je ne crois pas que ces éléments-là qui ont contribué à son émancipation. Ouais, c'est clair. Puis on le voit bien, puisque au final, toutes les lois, toutes les évolutions sont pas si différentes, voire même carrément totalement similaires, à peu près au même moment, le même type de loi. Donc voilà. Je pense que c'est juste, c'est ça, c'est uniquement des règles. Je pense que le fait, nous, de mettre beaucoup d'énergie sur la famille pour rendre la femme économiquement autonome, je pense que ça a fait une différence avec la France par rapport aux réglementations qui ont été faites. Bon, amis françaises, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Venez donc entreprendre au Québec. Vous voyez, il y a plein de choses à faire. Ouais. Et pour résumer, entreprendre au Québec, c'est plus simple. C'est différent parce que c'est beaucoup plus direct. Puis c'est aussi plus petit, il faut aussi se le dire. Hein, c'est une province de 8 millions d'habitants. La France, c'est 70 millions aujourd'hui. La notion, j'allais dire, de caste sociale, de rang social est inexistante, ce qui rend la vie plus simple à côté. Après, la notion de risque est beaucoup plus importante. Voilà, ne comptez pas trop non plus sur des amortisseurs sociaux dans tous les sens pour vous aider à vous en sortir si vous en plantez, vous entreprenez. Donc, on est ici dans une notion de risque. Et finalement, il faut ici comme ailleurs toujours continuer à se battre pour s'assurer que les femmes puissent elles aussi avoir accès
à tout ce qui est leur droit naturel. Sonia? Moi, je peux dire quand même, Jean-Michel, avant de terminer, que j'adore la France et que dès qu'on va pouvoir déconfiner, voyager, je me visualise sur une terrasse à Paris. Oui. Extrêmement hâte parce que c'est un des plus beaux pays au monde, la France. Ah, mais j'en suis intimement persuadé. Allégez vos règles un peu. Ouais, c'est pour moi, et j'ai la chance d'avoir beaucoup voyagé, la France reste le plus beau pays au monde, Paris est la plus belle ville au monde, et la Corse est le plus beau territoire de tout. Enfin, la Corse est effroyablement beau. La France est un paradis, voilà, sauf que Sylvain Tesson l'a très très bien résumé dans une interview il y a quelques mois maintenant, en disant la France, ce paradis dans lequel les habitants se croient en enfer. Oui, ça, effectivement, mais il faut être vraiment être au paradis, c'est très bien expliqué. Mais en tout cas, de toute façon, on vous attend au Québec avec grand plaisir. Ouais, en tout cas, tu as été une super ambassadrice, Sonia, tant pour les entrepreneurs que pour les femmes entrepreneurs et les femmes en général. Ça a été un vrai bonheur. Je sais que tu as un rendez-vous et qu'il faut que je te libère. C'est super gentil d'avoir pris sur ton temps. Ça m'a fait plaisir. C'était un vrai bonheur. Et puis, j'espère qu'on se revoit très bientôt. En vrai, cette fois-ci, cette émission était prévue pour un véritable enregistrement en face à face. Bon, les règles ont fait que. On finit pour quelques semaines encore. Voilà, mais avec un peu de bol, au moment où l'émission sera diffusée, on sera plus confiné. Qui sait? Croisons les doigts. Écoute, merci beaucoup de m'avoir invité. C'était un plaisir, et à très bientôt, j'espère. À très bientôt. Ciao, ciao. Bye. Et voilà. Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh oui, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet faitufrette.com. Sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancé très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerai avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin justement, puisque vous êtes curieux, je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions, que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet. Eh ben, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel. Oui, j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Fais-tu frette, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tiret ou quoi que ce soit. Donc, fais-tu frette à commercial. Ah oui, j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas at ou arrobase, on dit à commercial. gmail.com. J'avoue que c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début, vous allez voir, c'est très simple. Fais-tu frette, F-A-I-S-T-U-F-R-E-2-T-E, à commercial, gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause, car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon jour. Alors bonjour à tous et à tantôt.